Mathieu Burgot, comme je le disais il y a quelques instants, tu es trader professionnel, donc tu fais de la gestion pour compte de tiers. On te retrouve et on retrouve notamment tes performances sur le site SatellisFX. Tu es également analyste chez Zone Bourse. Finalement, l'activité de trader, on en parle beaucoup, mais peu la vivent. C'est ton cas, donc déjà te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai commencé le trading il y a une douzaine d'années, même un petit peu avant. Je commençais déjà à boursicoter un petit peu pendant mes études. Et naturellement, d'expérience en expérience et de stage en stage, j'ai moi-même créé ma société en 2006. Maintenant, donc on attaque, là on est dans notre 12e année d'activité. Donc à la base, c'était des systèmes totalement automatiques, des algorithmes. Et petit à petit, je me suis orienté vers plus d'intervention humaine, l'expérience aidant, pour pouvoir affiner encore plus le rendement qui était possible avec nos algorithmes. Aujourd'hui, on a des performances qui sont satisfaisantes. On gère les comptes de plusieurs clients privés. Et on est en train de s'ouvrir peut-être pour 2018 à une clientèle plus institutionnelle pour pouvoir gérer plus de fonds. Alors, tu es basé à Londres. Avant, tu étais basé en France. Londres, c'est la capitale mondiale au niveau de la finance. Est-ce que c'est la raison qui t'a poussé vers Londres? Et également, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plusieurs à travailler pour ta structure? Si oui, combien? Quels sont les différents rôles? Effectivement, j'ai créé la société à Lyon au départ en 2006, puisque je vivais à Lyon. Pour grossir, il était évident qu'il fallait que je me dirige vers Paris ou Londres. Au niveau d'échanges, Londres est vraiment la référence, même devant New York. C'est vraiment un tiers des échanges mondiaux sur l'échange se font à Londres. Donc pour moi, c'était important d'aller là-bas pour être au cœur de l'industrie et parler avec les gens là-bas sur place. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est installé à Londres, ça se passe plutôt bien, on est assez content de ce choix-là. Dans la société, il y a Axel qui travaille avec moi, qui est ici. Vous pouvez interroger après, on sera sur le salon, donc si vous avez des questions, même si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à lever la main, on peut faire quelque chose de vivant, d'interactif. Mais sinon, après, on va rester un petit peu sur la journée, donc on sera aussi disponible de manière plus privée pour discuter. Voilà, et puis sinon on a des développeurs avec qui on travaille qui nous assistent sur la programmation des algorithmes et sur la maintenance des serveurs, etc. Toute la partie technique pour que nous on puisse être vraiment concentrés sur le trading et pas s'encombrer trop l'esprit avec des lignes de code. Donc voilà, plusieurs personnes, mais surtout l'envie de gérer plus de fonds et de grossir encore. Voilà, le passage à Londres, effectivement, ça fait partie de ce projet-là. Très bien. Quel est ton quotidien? Est-ce que tu vas chaque jour ouvrir et fermer des positions? Est-ce que ça va être du trading automatique? Tu as dit qu'au départ, c'était une activité qui était beaucoup dirigée vers le trading algorithmique. Est-ce que c'est toujours une part importante de ton activité? Et toi, ton quotidien, est-ce que c'est plus de l'étude de marché, vraiment de la prise de position, des rencontres? Tu as parlé aussi de l'importance d'être basé à Londres pour se créer un réseau et être au cœur des grosses discussions. C'est important aussi. Oui, donc mes journées typiquement, donc on a effectivement des algorithmes qui travaillent. Alors maintenant, j'ai tendance à passer les ordres moi-même, c'est-à-dire les algorithmes m'envoient des alertes. Et en fonction de moi, de ma propre analyse, je vais allier l'analyse de l'algorithme plus ma propre analyse pour voir si je rentre ou pas en position. Ensuite, les positions ouvertes sont gérées automatiquement avec des stop-loss, évidemment, des profit target, des niveaux qui peuvent se décaler automatiquement, etc. Ce qui fait que même actuellement, par exemple, on a des positions ouvertes. Quoi qu'il se passe sur le marché, il y aura une sortie qui va être effectuée par les algorithmes qui sont hébergés sur des serveurs. Donc tout ça est relativement fiable. Et donc après mes journées, j'ai essayé d'allier le trading et les autres activités de la société. Donc j'écris des articles effectivement sur Zone Bourse pour partager mon point de vue sur certaines devises. Et puis j'essaie aussi effectivement de faire du réseau un petit peu à Londres pour parler, échanger, avoir des idées. C'est comme ça qu'en fait on a des nouvelles idées de stratégie aussi. Et puis ça permet aussi de rencontrer des potentiels investisseurs qui vont être intéressés pour nous confier une partie de leurs fonds. Donc il y a pas mal de projets justement institutionnels qui sont en train en ce moment de se développer pour nous à Londres. Donc voilà,
essaie quand même d'être assez à l'extérieur du bureau. C'est important. On traîne montre à assez court terme, des positions tous les jours, qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est important de s'aérer l'esprit pour pouvoir toujours avoir une hauteur de vue sur le marché. Parce que quand on est trop de temps devant son écran, on a tendance à un moment donné à plus rien voir. Donc j'aime bien même parfois traiter 2-3 jours et puis les 2-3 jours suivants ne pas traiter du tout. Il peut y avoir des jours où on est totalement flat. Ça permet voilà, de prendre le recul et quand on revient, on a une vue plus d'ensemble, on n'est pas perturbé par des positions ouvertes en permanence. Ça c'est un conseil que d'ailleurs je peux donner à tout le monde. Ça marche beaucoup mieux de savoir s'éloigner des écrans, revenir, plutôt que de vouloir toujours profiter de chaque mouvement. Est-ce que vous communiquez sur le montant total de vos allocations aujourd'hui? Ou en tout cas une fourchette? Ouais, on a traité en 2006, on a créé la société, on a commencé avec 200 000 € et 18 mois plus tard on gérait 4 millions d'euros. Donc c'est des sommes qui sont importantes mais qui pour Londres et pour des hedge funds importants sont assez faibles quand même. C'est pourquoi on s'ouvre à une clientèle plus institutionnelle aujourd'hui. Depuis quelques années, on ne lève plus de fonds au niveau particulier. On va probablement même peut-être arrêter de travailler avec des particuliers à l'avenir si on s'ouvre vraiment une clientèle plus institutionnelle. Donc aujourd'hui, notre ticket minimum pour investir chez nous il est 10 000 € et il pourrait passer à quelque chose de plus haut dans les prochains mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter, on verra pour l'instant. En tout cas, c'est toujours ouvert aux particuliers et à partir de 10 000 €. Très bien. Alors, par rapport à l'interview, l'idée c'est aussi d'avoir un retour sur ton expérience. Tu as dit 12 ans, c'est ça, d'expérience. Alors, une des questions était un des bons moments que tu as vécu, un des bons souvenirs que tu as en tant qu'investisseur, en tant que trader sur les marchés ces dernières années. Je crois que tu voulais parler de 2015, on en parlait un peu en off. Alors 2015 c'était l'Euro CHF. C'était pas un super souvenir parce que j'étais effectivement, donc je peux commencer par ça si tu veux. Donc en fait l'Euro CHF, il y avait cette histoire de plancher à 1,20 et on voyait que 99% des particuliers étaient acheteurs sur ce plancher. C'était conseillé souvent par les brokers d'acheter sur ce plancher, etc. J'avais fait une vidéo d'ailleurs avec toi où j'expliquais que c'était très dangereux de faire ça parce qu'évidemment il n'y avait pas de liquidité en dessous et que donc si la BNS se retirait, ça pouvait être potentiellement une catastrophe. Les stop loss ne seraient pas exécutés, etc. Donc nous on avait plutôt tendance à cette époque-là à être short. Mais comme le marché ne bougeait pas, on payait du swap tous les jours, c'est-à-dire les interest fees qu'on doit payer parce qu'on a des positions overnight. Et donc, pour ces raisons, j'ai coupé ma position à Noël 2014 et en décidant de la reprendre mi-janvier, juste avant la réunion de la BCE, qui pour moi était l'événement qui pouvait vraiment mettre une pression sur l'euro et donc faire sauter ce plancher. J'avais prévu de reprendre la position short autour du 20 et la BNS s'est retirée le 15. L'euro CHF est passé de 1,20 à 1 d'un seul coup, donc on aurait pu sur ce coup-là empocher 20% en une journée, en quelques heures. Donc évidemment on n'a rien perdu par rapport à des gens qui ont tout perdu, mais ça a été douloureux parce qu'on était sur la bonne analyse, on avait vu ce qui allait se passer et on n'en a pas profité. Donc en fait parfois les gains ratés, qui sont aussi amples que ça, sont plus douloureux à vivre que les pertes. Donc j'ai eu un peu de mal à dormir ce jour-là, mais bon, l'année, le mois de janvier a été très bon quand même, parce que je crois qu'on fait 6% ce mois-là. Le marché était un peu fou. Et puis on a une bonne année aussi cette année, donc voilà, on s'en remet petit à petit, mais en tout cas ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas gagné ce jour-là, voilà, on ne gagnera pas. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, mais bon, c'est le trading. En tout cas, effectivement ça c'est un moment particulier dans notre histoire, même si c'est pas forcément le meilleur souvenir. Ok, alors du coup effectivement je t'ai balancé sur le bon souvenir, tu me parlais d'une date encore antérieure, c'est ça? Alors c'était une perte... Ah oui non, pardon, c'était en 2008, donc la fameuse crise des subprimes où les marchés ont beaucoup bougé. Toi tu étais déjà sur les marchés à cette époque, moi je débutais à peine, je m'en suis pas bien rendu compte, toi tu as déjà plus de recul. Comment tu as appréhendé les choses, comment tu as vu cette situation quand même très particulière avec une crise de confiance majeure, une crise de confiance systémique dans la finance de marché?
À cette époque-là, nous, on avait uniquement des algorithmes 100% automatiques, donc je ne sais pas comment j'aurais réagi devant l'écran si j'avais dû prendre des décisions. Donc ça a certainement aidé dans ces configurations-là d'avoir quelque chose d'automatisé. Donc on a commencé l'année 2008 avec une période un peu difficile, on n'arrivait pas à gagner, et puis d'un seul coup, il y a eu cette histoire avec Lehman qui a fait faillite, et puis la crise des subprimes qui s'est accélérée, il y avait déjà eu quelques secousses avec la faillite de Bear Stearns et puis l'affaire Kerviel, etc. Mais ça a vraiment pris de l'ampleur pendant l'été 2008 avec la faillite de Lehman. Et là, je regardais encore cette semaine un petit peu les volatilités par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une paire euro-dollar qui bouge en moyenne 70-80 points par jour. À l'époque, c'était plus 300-400 points. La livre sterling même pouvait bouger de 1000 points en une seule journée, 1,50, 1,40, 1,60, 1,50. Donc oui, c'était assez fou, et c'était, je sais pas si c'est un bon souvenir, en tout cas c'était assez palpitant à vivre, et puis surtout nos algorithmes de suivi de tendance ont fait leur meilleure performance à ce moment-là, donc on finit l'année à plus de 30%. C'était pour moi qui était encore très jeune, c'était notre 3e année d'activité, c'était quelque chose de spécial, et puis on l'a jamais revécu depuis, puisqu'il y a eu quelques secousses en 2010 avec la crise grecque, etc., mais il n'y a pas eu ces volatilités-là. Donc aujourd'hui, voilà, ça, quand on fait du trading court terme, la volatilité c'est quand même ce qui nourrit la performance. Donc c'est des choses qu'on n'a pas vécues depuis. C'est pas forcément à souhaiter pour l'économie réelle que ça bouge autant, mais en tout cas en trading c'était des conditions très favorables. Alors effectivement en ce moment on a une volatilité qui est très faible. Alors sur les marchés actions on ne fait que de plafonner, il y a très peu de corrections, mais toi je crois que tu t'y intéresses moyennement aux indices. Par contre tu es beaucoup sur le forex, mais même sur le forex tu parles à paire euro-dollar, ça a un peu bougé ces derniers temps, mais de manière générale la volatilité s'est réduite, et l'écart entre les plus hauts et les plus bas chaque jour est bien moindre que ce qu'il y avait il y a 10 ans par exemple. Est-ce que tu en souffres? Est-ce que c'est plus dur de faire de la performance dans ce contexte, ou il faut juste adapter sa stratégie et vous arrivez tout de même à tirer profit de ce marché? Bon, nous, quand on intervient sur le marché, on tient compte de la volatilité, évidemment. C'est-à-dire qu'on va, si une paire bouge peu, on va traiter une taille plus importante avec des stops plus serrés. Et si une paire bouge beaucoup, évidemment, on va s'investir avec une taille plus raisonnable et avec des stops plus larges. Ce qui est difficile comme marché, de mon point de vue, c'est les marchés qui évoluent vraiment horizontalement. C'est-à-dire où on va avoir un signal, on va s'engager, puis on va repartir là où on était la veille, on va faire le yo-yo en permanence comme ça. Donc ça, c'est difficile. Cette année, on réalise une bonne année parce qu'effectivement, l'euro-dollar avance de façon quasi rectiligne depuis le début de l'année. On était vers un 0,3 et aujourd'hui un 20. Donc on a bien profité de ce mouvement. On utilise beaucoup, par exemple, les indicateurs sentiment des brokers qui nous disent quelle est la position de leurs clients. On sait que la majorité des investisseurs sont perdants, et on sait aussi que la majorité des investisseurs sont vendeurs sur l'euro. Donc on a profité de ces indications-là pour nous se dire ok, si 80% du marché est vendeur, il y a peu de chances que le marché baisse beaucoup parce qu'on ne pourra pas payer tous ces gens-là. Donc nous on va se mettre dans les 20%, on aura plus de chances que ça avance. Donc c'est comme ça qu'on a réalisé les 7-8 premiers mois de l'année là, très bons. Maintenant, depuis fin août, là, septembre, ça hésite un peu plus. Je pense que l'euro-dollar au-dessus d'un 20 est un peu sous pression parce qu'il y a les responsables de la BCE qui ne sont pas très à l'aise avec un euro fort. Donc du coup, ça crée des incertitudes et c'est un petit peu plus difficile d'avoir une vue. Mais après, il y a d'autres monnaies qui bougent. Le yen, par exemple, est en train de bien baisser ces jours-ci. La Banque centrale a renouvelé son soutien, donc voilà, il y a toujours possibilité sur le forex. Donc effectivement, nous on ne fait que du forex, c'est le domaine d'expertise de forex spot, on n'a jamais traité autre chose. Et même si ça pourrait être vu comme de la diversification, pour moi j'ai pas envie de m'éparpiller, je veux vraiment rester ce sur quoi j'ai de l'expérience, ce qui n'empêche pas les investisseurs d'investir un peu chez nous pour le forex et un peu sur les actions à travers d'autres sociétés. Il faut diversifier, mais nous on fait que le forex. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a des opportunités dans le sens où le forex c'est quand même
ça couvre toutes les zones économiques, tous les pays, et il y aura toujours un pays qui va se tirer son épingle du jeu par rapport à un autre. C'est-à-dire que sur les actions, bah, si une action elle marche pas, elle va baisser, elle peut même faire faillite, alors que sur les devises, ça va être un rapport de force entre deux pays. Donc il y en aura toujours une qui monte, une qui baisse. Il n'y aura jamais tout un marché qui va baisser. Donc c'est pour ça aussi que le marché d'échange est un bon moyen de se diversifier des marchés boursiers. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des records historiques sur les indices américains. Bon, ça fait de nombreuses années qu'on entend ça va finir par baisser, ça baisse pas. Mais à un moment donné, si ça pète, on voit ce que ça a fait en 2008, ça peut péter d'un coup. Donc c'est bien d'avoir des fonds ailleurs. D'ailleurs, en 2008, on réalise une de nos meilleures années et c'est l'année où on a le plus de retraits, paradoxalement. Parce que finalement, les gens ont tellement perdu sur les actions, ils ont retiré des sous chez nous parce qu'ils n'avaient plus de sous ailleurs. Alors qu'on avait de la performance, c'était frustrant de se dire on a fait une de nos meilleures années et les gens retirent. C'est comme ça d'ailleurs que par exemple des gens comme Madoff, etc., qui faisaient des grosses arnaques, se sont fait démasquer parce que les gens voulaient les retirer et se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de fonds. Pour nous, c'est des comptes gérés, donc c'est complètement différent. Les gens avaient leur compte, voyaient qu'il y avait des sous dessus, ils ont retiré leur fonds. Et j'ai perdu une partie des fonds à ce moment-là. Ils sont revenus après progressivement, on va dire que la bourse s'est remontée, mais voilà, c'est pour dire que c'est bien d'avoir cette diversification-là entre les marchés boursiers, l'échange d'un côté, et puis ça peut être autre chose de l'immobilier, d'autres supports. Une question intéressante, puisque tu es un expert Forex, l'euro-dollar est la paire la plus traitée, elle a beaucoup monté, on semble se stabiliser sur les 1,20. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as un avis sur du moyen terme ou non? Tu suis plus le fil de l'actualité au jour le jour? Et si tu en as un, est-ce que tu peux nous le donner? Alors en trading, ça va être beaucoup plus court terme, donc j'ai pas vocation à... C'est pas notre approche de garder des positions pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais dans mon activité d'analyste, je donne quand même des avis. J'écrivais d'ailleurs ce matin un article pour Commerzbank où j'expliquais qu'au-dessus d'un 20, justement, je pensais qu'il y avait des pressions baissières. Pour deux raisons. D'abord parce que la BCE voudrait sortir un petit peu de son quantitative easing. Et ça, c'est facteur de soutien à l'euro. Donc si l'euro est déjà fort, ils vont avoir plus de mal à être offensifs. C'est pour ça qu'au mois de septembre, ils sont pas trop avancés sur le fait qu'ils allaient un petit peu réduire le programme et tout ça. Parce que l'euro était à 1,20, donc ils essaient de le faire baisser, ils n'y arrivent pas trop. Heureusement, mercredi soir, donc la réserve fédérale américaine, elle était aussi offensive, ce qui est plutôt favorable pour le billet vert, pour le dollar. Donc ça peut rééquilibrer un petit peu et donner un petit peu d'air à la BCE, puisqu'un dollar fort permet de contenir un peu les assauts de l'euro. Je vois pas l'euro aller à 1,30 à court terme. Maintenant, je suis pas vendeur du tout sur l'euro non plus. Je pense que là, on est dans une zone un peu charnière où on va malheureusement, pour le trading, avancer un petit peu horizontalement. Il faudra attendre de voir ce que la BCE va annoncer probablement en octobre, expliquer un petit peu le calendrier pour leur processus de normalisation de leur politique, sortir un petit peu des mesures de soutien. Et puis il faudra voir si la Réserve fédérale monte les taux ou pas en décembre. Le marché n'y croyait pas trop avant mercredi, et puis finalement là la probabilité s'est relevée nettement. On pense qu'ils peuvent remonter les taux une troisième fois cette année en décembre. Auquel cas ça serait favorable au dollar, donc il faut suivre tout le temps en permanence. Donc j'aime pas trop m'avancer en fait à 6 mois parce qu'il peut se passer tellement de choses. Trump est tellement imprévisible qu'il peut péter un câble du jour au lendemain, même s'il est quand même entouré de conseillers un peu plus stables. Il y a eu ce truc aussi d'ouragan qui fait qu'on ne sait pas trop encore les conséquences économiques, donc il y a plein de choses qui sont encore assez inconnues. Aujourd'hui, mon avis sur l'euro-dollar, il serait plutôt neutre. Très bien. Alors, un des thèmes de l'interview, c'était un conseil. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui veulent faire du trading, qu'elles soient débutantes ou plus expérimentées? Si tu devais retenir un conseil, ce serait lequel? Alors, quand on est débutant, souvent on pense qu'il faut une bonne stratégie, et si on a une bonne stratégie, tout va bien se passer. Je pense que la stratégie, c'est moins de 50% du succès, en réalité. Je pense qu'il y a trois choses qui sont très importantes en dehors de la stratégie. C'est l'environnement technique, c'est-à-dire est-ce que j'ai les bons intermédiaires, le bon broker, la bonne plateforme, les bons serveurs, la bonne connexion internet, les bons outils, etc. Donc
Donc ça c'est vraiment un point, je ne vais pas pouvoir faire long, mais c'est vraiment un point qu'il ne faut pas négliger. S'il y a quelque chose avant de commencer le training qu'il ne faut pas négliger, c'est ça, c'est vraiment s'assurer d'avoir les bons intermédiaires et les bons outils. Deux, c'est la gestion du risque. Donc ça c'est vraiment majeur aussi de savoir quand on rentre en position quelle est notre stratégie de sortie, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre maximum. Il y a trop de gens aujourd'hui qui rentrent en position en disant voilà, l'euro-dollar va monter, j'achète l'euro, mais ils ne savent pas si ça baisse ce qu'ils vont faire. Et c'est comme ça qu'en fait on laisse une perte courir très longtemps. Et trois, c'est la discipline et la psychologie, et ça c'est aussi très important. Il faut avoir une très bonne stratégie. Si un jour on est fatigué, on en a marre parce qu'on a perdu de façon un peu injuste, parce qu'il y a une news qui est sortie qui n'était pas prévue, etc. On se met à péter un câble, à moyenner à la baisse, etc. À sans péter, on peut perdre ce qu'on a gagné en 6 mois, 1 an ou plus. Donc ces 3 points-là sont très importants. Je dirais même qu'un très bon trader avec une mauvaise stratégie, mais très discipliné, avec une bonne gestion du risque et des bons outils, arrivera toujours à s'en sortir et à protéger son capital. Alors qu'un mauvais trader avec une très bonne stratégie, capable de péter un câble en 2 secondes, perdra de l'argent même avec une bonne stratégie, parce que la bonne stratégie, à un moment donné, elle va perdre. On ne peut pas gagner tout le temps, il y a des jours de perte, il faut savoir les gérer. Et donc c'est vraiment ces aspects-là, ces 3 aspects-là, l'environnement technique, la gestion du risque et la psychologie, qui sont pour moi plus importantes que la stratégie en elle-même. Et on n'a pas forcément conscience de ça quand on commence. Je sais qu'aujourd'hui, il y a même des débutants qui cherchent un système sur internet à 50 euros. C'est pas comme ça, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est de la gestion du risque, c'est tout ça, et la stratégie finalement elle est secondaire quelque part. Il y avait pas mal de choses à évoquer, mais malheureusement on est pris par le temps. Si vous voulez avoir plus d'informations et discuter avec Mathieu, il est présent au salon. Moi je vais enchaîner avec un débat Forex qui fera suite donc, à ce spécialiste et ce trader professionnel sur les marchés avec plusieurs analystes. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces réponses. Merci de votre attention. Donc je suis disponible si vous voulez, on peut discuter. Et puis sinon on a un site internet aussi, donc satellicefx.com, qui normalement doit être en ligne, le nouveau site depuis ce matin, d'après ce qu'on m'a dit, donc je ne sais pas si ça a été fait, où il y a des informations aussi sur notre histoire, sur tout ce qu'on a fait depuis 12 ans. Et voilà, merci beaucoup à vous et bonne continuation, bonne journée. Sur Zone Bourse également, vous le retrouvez, des analyses de qualité régulièrement gratuites sur Zone Bourse. Merci à vous.